calme, sans la discipline. Repos. Monsieur le Premier ministre, mon colonel, messieurs les officiers, chers camarades, merci d'être parmi nous. Monsieur le Premier ministre, votre parcours politique et intellectuel est marqué du sceau de la diplomatie, non comme un art accessoire, mais comme une exigence éthique et une méthode pour tenir tête au chaos du monde. Dès l'enfance, vous êtes un homme international. Né à Rabat, fils d'un sénateur des Français à l'étranger, vous passez une partie de votre jeunesse au Venezuela avant de regagner la France pour poursuivre vos études. Passionné par les cultures et les langues, et sûrement animé par un désir de comprendre les grandes dynamiques internationales, vous entrez à Sciences Po, puis vous poursuivez avec les mains. Très tôt, vous comprenez que la grandeur d'un pays ne se mesure pas à sa puissance brute, mais à sa capacité à tisser des liens et à prévenir les ruptures. Énarque, diplomate, écrivain, vous entrez dans les hautes sphères de l'État, non par calcul, mais par conviction. Servir une cause plus grande que vous-même, vous le ferez tout au long de votre carrière, avant d'atteindre le Quai d'Orsay, puis Beauvau, et enfin Matignon. C'est au long de ce parcours que vous façonnez une vision du monde lucide et exigeante. Un monde qui n'est plus gouverné par un centre unique, mais par une pluralité de puissances, de récits, de civilisations. Un monde multipolaire, donc incertain. À l'heure où beaucoup s'alignaient, vous avez résisté. Ce fut en 2003, à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU. Votre loi, ferme et mesurée, s'élève contre l'intervention en Irak. Vous y défendez non seulement la paix, mais la légitimité du droit international. Vous rappelez que la force ne suffit pas et que la guerre, c'est toujours l'échec de la diplomatie. Ce discours, devenu historique, résonne encore aujourd'hui comme un modèle de ce que doit être une diplomatie souveraine, humaniste, respectueuse des peuples. Vous avez montré que l'on peut s'opposer sans s'isoler, résister sans humilier. Au fil de vos engagements, de vos livres, de vos interventions, vous n'avez cessé de plaider pour un monde équilibré où l'Europe, la Chine, les États-Unis, les puissances régionales peuvent coexister à condition d'accepter la règle du dialogue. Vous avez dénoncé les illusions de l'unilatéralisme, mais aussi les dangers d'un repli cynique sur soi. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que les déséquilibres entre États se multiplient et font émerger de nouveaux acteurs et conflits, il est nécessaire de retrouver une diplomatie saine, cohérente et adaptée à ces nouveaux équilibres multipolaires. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, vous qui avez incarné la voix de la France, fidèle à ses valeurs et libre dans ses choix, êtes sans doute un des mieux placés pour nous aider à appréhender les défis géopolitiques contemporains. Monsieur le Premier ministre, vous savez respectivement la parole. Merci d'abord de m'accueillir, et puis bravo pour être là. C'est une des institutions les plus convoitées de la République, celle qui fait un peu trembler les littéraires comme moi, parce que, évidemment, tout ça paraît très inaccessible. Donc il y a une part de mystère et de sacré dans cette belle école polytechnique. Et je sais que cela s'accompagne de beaucoup de devoirs. D'abord le statut qui est le vôtre, qui d'emblée vous situe dans une exemplarité républicaine exigeante, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'attentes à votre égard. Beaucoup d'attentes vis-à-vis de ceux qui sont le meilleur de ce pays, comme ingénieurs, comme citoyens, à un moment où on va peut-être encore avoir encore plus besoin de vous. Nous savons tous à quel point nous manquons de scientifiques, nous manquons d'ingénieurs, et nous savons combien les défis qui vont être ceux de la France vont être difficiles à satisfaire. Difficiles pour réussir la transition vers un monde décarboné, difficiles pour relever les défis de notre souveraineté économique. Si nous voulons être aux avant-postes de l'Europe et compter encore dans le monde, eh bien, vous incarnez des compétences qu'il va nous falloir développer. Mais avant de rentrer dans le détail des choses, j'aimerais fixer l'ambition qui doit être la nôtre. Nous sommes en effet dans un monde qui a profondément changé et qui a basculé en peu de temps, en quelques étapes,
et qui aujourd'hui est particulièrement difficile à comprendre, à saisir, particulièrement difficile pour nous, Européens, puisque nous sommes un peu désarçonnés par la vitesse avec laquelle les choses changent. J'aimerais donc d'abord vous donner un petit peu à sentir le vertige qui est celui que nous avons connu depuis 1979, qui a été un des grands tournants dans l'histoire de notre monde au XXe siècle. 79 parce que c'est une double révolution conservatrice. En 1979, révolution britannique avec l'avènement de la Dame de Fer, Madame Thatcher, et la naissance de ce que l'on a a posteriori appelé l'ultralibéralisme. On comptait sur cette idée d'un monde ultralibéral pour régler l'ensemble des problèmes du monde. Et cette date ne ferait sans doute pas aussi date s'il n'y avait pas, juste dans la foulée, l'élection de Ronald Reagan, que j'ai vécu de près, puisque j'étais aux États-Unis dans cette période. Et 1980, donc, c'est la double révolution conservatrice. Et je remonte aussi loin, nous allons nous approcher rapidement du présent d'aujourd'hui, je remonte aussi loin parce que je veux que vous compreniez ce qui a été manqué à cette date-là. Et à quel point il est important de vivre en direct le monde qu'on vit si on ne veut pas se tromper. Tromper dans la compréhension, ça à la limite, certains diront c'est pas très grave, mais se tromper dans l'action, c'est-à-dire dans les politiques menées. À partir de 1979, il y a une réalité qui saute aux yeux. La plupart des dirigeants du monde n'ont vu qu'une partie de l'histoire en train de se faire. En 1979, on voit cette double révolution qui prend tout l'espace et qui donne le sentiment d'entrer dans quelque chose de très nouveau. C'est déjà un mouvement accru vers la mondialisation, c'est déjà une deuxième révolution pétrolière, donc on est dans quelque chose qui s'accélère manifestement. Mais 79, c'est aussi deux angles morts de la société internationale. Le premier angle mort, c'est la révolution iranienne. Valéry Giscard d'Estaing, quand il laisse partir de Neauphle le château l'imam Khomeini, se doute bien qu'il va se passer quelque chose, mais pas à ce point-là. La révolution iranienne, là encore, révolution conservatrice, théocratique iranienne, elle est là pour changer durablement l'ordre des choses au Moyen-Orient, mais plus largement dans le monde, nous nous en rendrons compte quelques années plus tard. Et puis il y a une deuxième révolution, un deuxième changement fondamental qui n'a pas été vu pour ce qu'il était, qui est les débuts de la guerre d'Afghanistan sous l'égide de l'intervention soviétique. Et cette guerre, elle va avoir d'étonnantes conséquences, puisque, à travers cette guerre, les Américains imagineront pouvoir soutenir les talibans. Alors aujourd'hui, quand on dit ça, on est un peu surpris. Comment les talibans, ceux-là même qui, quelques années plus tard, participeront avec Ben Laden à des choses horribles qui se dérouleront aux États-Unis? En effet, les Américains soutiendront le mouvement des talibans contre l'Union soviétique. Les ennemis de mes ennemis sont donc mes amis, une énorme erreur historique, on verra qu'elle se rejoue aujourd'hui. Et les États-Unis donc feront si bien que 10 ans plus tard, en 1989, et je saute donc à pieds joints à la deuxième date dont je voulais vous parler, il y a comme ça des dates pivots, c'est assez intéressant pour ceux qui aiment les jeux de hasard ou exercer leur chance au casino ou au PMU. En matière historique, il y a des dates fétiches où il se passe plus de choses que dans d'autres. Et donc on passe à 1989, et en 1989, là encore, dualité. On a vu un événement en 1989 qui est directement lié à ce qui se passe en Afghanistan. Et qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Eh bien, les Soviétiques sont battus. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, le mur de Berlin tombe. C'est dire à quel point ce qui s'est joué en Afghanistan a été décisif. La puissance soviétique est défaite parce que l'Union soviétique mord la poussière en Afghanistan. Et cet événement majeur, cette humiliation pour l'Union soviétique de devoir rapatrier ses soldats défaits par les États-Unis, elle s'accompagne quelques mois plus tôt, chute du mur de Berlin, décembre, fin de l'année, mais quelques mois plus tôt, autre événement en miroir
dont on n'a pas mesuré les conséquences dans sa dimension historique, même si au moment où ça a eu lieu, l'attention évidemment a été portée sur l'événement, c'est au début de l'année 89, les événements de la place Tiananmen, où la répression chinoise s'est faite extrêmement forte vis-à-vis des étudiants. On se souvient tous des chars, le char qui avance devant un étudiant chinois qui se met debout devant le char et qui défie, en quelque sorte, le char chinois. Cet événement, il faut comprendre à quel point c'est important, puisque au début de l'année, vous avez l'un des deux grands régimes communistes du monde qui refuse de céder devant toute évolution possible, toute libéralisation du régime. Et à la fin de l'année, vous avez le deuxième grand pays communiste qui, lui, tombe comme un château de cartes. Alors on pourrait se dire, et c'est exactement ce qu'on s'est dit en 89, et en particulier en 91, quand il y a eu un vrai effondrement de l'Union soviétique, on s'est dit, ben voilà, c'est le début de la fin, et c'est la victoire de la démocratie libérale. Aujourd'hui, évidemment, quand on regarde en arrière, on se dit, il fallait vraiment qu'on n'ait rien compris à ce qui se déroulait. Et c'est important de se dire ça pour essayer de ne pas rien comprendre à ce qui se déroule aujourd'hui. Donc 89, ce jeu de miroir. La décennie 90, elle est importante aussi, c'est la décennie de Bill Clinton, là aussi d'un libéralisme triomphant. On est dans l'idée que la démocratie libérale a triomphé, et certaines grandes voix diront même c'est la fin de l'histoire. L'histoire est finie, ça y est, la démocratie a gagné partout dans le monde, il n'est plus de question de convergence entre des régimes, c'est le triomphe de la démocratie et du libéralisme. Eh bien, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça, et là encore, dans l'impensé collectif, on a raté un certain nombre d'événements. On n'a pas pris la mesure de ce qui se passait dans les Balkans, les guerres des Balkans, l'effondrement, l'effritement de toute une société européenne et bataille entre des États. On n'a pas pris la mesure de ce qui se passait au Rwanda, 1994, génocide, presque 1 million de morts. Et on n'a pas pris la mesure des premiers attentats terroristes de la fin de cette décennie, donc juste avant l'an 2000, et en particulier 98, c'est les attentats contre les ambassades américaines et l'un des destroyers américains qui, là aussi, marqueront la vitalité du terrorisme mondial. Et puis on arrive tout de suite à une troisième date pivot, qui est la date de 2001. 11 septembre, en dépit des avertissements, en dépit de tout ce qu'il aurait fallu être capable de lire, en dépit de tout ce que savaient les services de renseignement du monde, qui avaient tout pour savoir. Tout était là. Et qui pourtant, faute de coordination, faute de bonne interprétation, n'ont pas vu, n'ont pas compris. 11 septembre, coup de foudre, les deux tours jumelles de New York s'effondrent et le monde bascule. Alors je l'ai vécu en direct, j'étais à cette époque dans mon bureau de secrétaire général de l'Élysée et Jacques Chirac était dans le grand salon agricole à Rennes. Et donc j'appelle Jacques Chirac qui allait commencer son discours. Et je dis à Jacques Chirac, voilà ce qui se passe. Alors il me dit, écoutez, je prononce mon discours et je rentre. Je lui dis non. Je lui dis non, vous rentrez tout de suite. Et il est donc rentré à Paris et il a été le premier à exprimer la solidarité française, européenne aux Américains et le premier à se rendre à New York aux côtés d'une Amérique tellement éprouvée. 2001, et il faut insister sur ces moments de crise, vous qui demain serez avec des leviers, avec une capacité de décision entre les mains. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve de sang-froid, c'est dans ces moments-là où tout ce que vous aurez appris dans votre vie, tout ce que vous apprenez aujourd'hui sur les bancs de l'école, tout ce que la culture vous aura enseigné, c'est dans ces moments-là que tout cela servira. Et dans ces moments-là, l'Amérique est partie, comme en 14, avec l'idée de se venger. Et elle a tout mis en place, récusant même l'aide, l'assistance, la solidarité. Pensez, 11 septembre 2001,
La Russie, la Chine sont du côté de l'Amérique. La solidarité internationale est totale. L'Amérique aurait pu étreindre le monde et faire consensus. Non. Ils choisissent d'y aller, d'organiser une coalition et d'aller taper en Afghanistan. Vous allez me dire quel lien? Eh bien, il se trouve qu'à travers les méandres des réseaux d'Al-Qaïda, Ben Laden trouve un soutien logistique en Afghanistan, et donc c'est l'Afghanistan qu'il faut frapper. L'Afghanistan, vous vous en rappelez, je l'ai dit il y a quelques instants, l'Afghanistan des talibans. Ceux-là même que l'Amérique a armés et aidés à arriver au pouvoir. Et c'est là où je veux introduire un paramètre qui pour moi est essentiel. L'histoire est rusée, beaucoup plus que nous. L'histoire joue avec nous, parce que l'histoire est opportuniste. Et donc elle suit, comme la rivière, elle suit un mouvement qui parfois déborde et échappe. Et nous avons quelque chose que la rivière n'a pas, c'est une conscience, une mémoire. Et c'est pour ça que c'est à l'aune de cette conscience et de cette mémoire qu'il nous faut réfléchir, penser et choisir. L'Amérique a choisi en 2001 de se venger, et elle décidera en 2003 de se venger au-delà de la vengeance contre l'Afghanistan, qui ne leur a pas suffi, parce qu'elle était évidemment un peu frustrante. Un individu qu'à l'époque, ils avaient du mal à saisir, Ben Laden. Et donc elle se vengera contre un bouc émissaire, parce que Saddam Hussein n'avait rien à voir, contrairement à ce que disaient les Américains, avec Al-Qaïda, rien à voir avec les organisations terroristes, et pas grand-chose à voir avec les armes de destruction massive. Et on décide de décapiter non seulement Saddam Hussein, mais l'Irak. Première décision des Américains. Il se trouve que j'avais bien connu le gouverneur américain, le premier gouverneur américain en Irak, et il se trouve qu'à l'époque où j'étais aux États-Unis, sa capacité au département d'État était une capacité protocolaire. Alors je veux bien que le protocole mène à tout, mais de là à mener au gouvernorat d'un pays des faits, je pense qu'il y avait peut-être aussi erreur de casting. Première décision qui est prise, supprimer les deux piliers de la société irakienne, c'est-à-dire le Baas irakien, le parti laïque et socialiste irakien, et deuxième pilier de la société irakienne, l'armée. Et en plus, évidemment, puisqu'il y a basculement politique, que l'Irak était de tradition immémoriale dirigé par la minorité sunnite, on donne voix aux chiites. C'est vous dire l'immense règlement de compte, le déchaînement, le chaos dans lequel s'installe l'Irak. Et c'est donc dans l'Irak que poussera toutes les nouvelles pousses du terrorisme mondial dans cette période. 2003, je vais vite maintenant, parce que ce n'est pas le propos qui est le mien que de faire une chronologie, mais de montrer comment, de la dualité des années 70, nous passons là à une accélération pure et simple et univoque de l'histoire, qui est un enchaînement d'événements. 2003, 2008 pour évoquer la grande crise économique et financière issue des subprimes, et puis 2011, les printemps arabes, la crise des dettes souveraines, 2015, la crise des réfugiés liée en grande partie à la Syrie, et les choses aussi évoluent. 2014, je reviens un peu en arrière, c'est l'intervention russe en Crimée. Juste avant, il y avait eu en 2008 l'intervention en Géorgie, pour donner le lignage du réveil russe. Et puis du côté français, 2011, c'est la grande erreur historique de l'intervention franco-britannique en Libye. Et en 2013, grande erreur à nouveau, l'interventionnisme toujours militaire au Sahel. Vous allez dire, que d'erreurs, quel enchaînement d'erreurs. Et là, on voit bien comment les choses se suivent pour arriver jusqu'à nous. 2020, la crise du Covid qui frappe le monde entier, qui aurait pu être l'occasion de se retrouver les uns avec les autres, et puis là encore accélération. 2022, c'est l'intervention, au début de l'année, l'intervention russe en Ukraine pour essayer de capturer l'ensemble de la Russie, et 2023, le 7 octobre, une déflagration, une tragédie, plus d'1 millier de morts du fait de l'organisation du Hamas, organisation terroriste, commettant des actes innommables. Et puis là encore, l'enchaînement, l'inéluctable.
Joe Biden a beau expliquer aux Israéliens qu'ils ne doivent pas céder à la vengeance, comme eux-mêmes l'avaient fait en 2003 ou en 2001, que ça ne peut conduire qu'à davantage de morts et davantage de violence, eh bien Israël s'engouffre, le gouvernement de Benjamin Netanyahou s'engouffre quand même dans la vengeance, et on en arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent d'un nettoyage ethnique qui se prépare, un risque de génocide, selon les termes de la Cour internationale de justice, et une situation dramatique qui conduise, bon an, mal an, les Européens à se mobiliser et, espérons-le, empêcher le pire, même si le pire est déjà largement engagé. Voilà donc cette accélération du monde. Pour essayer de mettre un mot sur tout cela, il faut comprendre quelles sont les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. La première caractéristique, et qui ne saute pas aux yeux pour beaucoup de gens, c'est que nous sommes entrés dans une ère de la rareté. La rareté, elle est fondamentale à comprendre. On le voit bien en matière écologique. L'épuisement des ressources de la planète, problème de l'eau, problème du réchauffement climatique, problème des ressources rares, que ce soit les ressources traditionnelles, gaz, pétrole, mais aussi les terres rares, compte tenu des besoins de la nouvelle économie, lithium, cuivre et autres, coltan, ce qui fait que la géographie du monde a, elle, profondément évolué, et que la convoitise pour certaines régions, le Chili pour son cuivre, le Congo pour d'autres ressources, eh bien la géographie du monde, elle change. D'où la saillie de Donald Trump nous expliquant qu'il voulait désormais que le Groenland soit américain, que le Canada soit américain et que le canal de Panama, parce qu'évidemment, dans un monde en crise, toutes les issues, tous les isthmes, tous les canaux ont une importance stratégique majeure. Donc vous voyez bien, tout ça, c'est la conséquence de la rareté. Et la rareté, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Donald Trump qui l'a le premier découvert en arrivant pour son second mandat. Ce sont les Chinois. Les Chinois, en 2013, quand arrive le président Xi Jinping, les Chinois mettent en place une politique qu'on a appelée la ceinture et la route. On n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui l'importance de ce concept, mais il reprend deux concepts issus du XIXe siècle et du début du XXe, marquant l'importance de la grande ceinture terrestre européenne, une des voies de puissance, un des accès de l'Europe vers l'Asie ou de l'Asie vers l'Europe, une des voies d'invasion majeures, mais aussi la route maritime, la partie qui longe l'ensemble de l'Eurasie et qui, elle aussi, est stratégique. Quelqu'un comme Nicholas Spykman, un des grands géostratèges, a mis en valeur cette dimension maritime et qui va jusqu'aux grands archipels asiatiques qui suscitent la convoitise, parce qu'évidemment, dans le cadre d'une grande guerre, ces archipels auront une importance considérable. J'en profite pour dire que dans le nationalisme chinois, l'intérêt qu'il y a pour Taïwan n'est pas seulement fondé sur le fait de faire vivre un concept que reconnaît aujourd'hui le monde entier, qui est le concept d'une seule Chine, mais aussi de pouvoir avoir un accès à l'océan. Car on le néglige souvent, l'ensemble du continent chinois n'a pas d'accès direct au continent, il faut passer par les mers, et en particulier, on est bloqué par la présence de Taïwan. Ce qui veut dire que le jour où la Chine pourra compter sur la maîtrise de l'île de Taïwan, dans la partie ouest de l'île, c'est-à-dire celle qui regarde l'océan, il y a tout à coup une fenêtre qui s'ouvre pour la Chine. Donc il y a une dimension, là aussi, géostratégique, géographique, de grande importance, si vous voulez protéger et défendre le territoire chinois. Je reviens à mes moutons, monde de la rareté. Il y a une deuxième caractéristique de ce monde qu'il faut avoir en tête, c'est une ère, nous sommes dans une ère de la puissance. Puisque le monde est aujourd'hui convoité par de plus en plus grandes puissances, puisque les ressources sont rares, celui qui est le plus puissant a le plus d'accès à cette rareté. D'où les voix qui aujourd'hui s'élèvent, la Russie, la Chine, les États-Unis, bien sûr. Donald Trump symbolise cette volonté de retour de la puissance, la Turquie, l'Iran et tant d'autres. Mais cette idée que la puissance vous permet, pour employer une expression chère au président de la République, de tuer le match. En effet, le plus puissant peut penser
la guerre n'aura pas lieu. Et c'est en ça que le pacifisme, entre guillemets, de Donald Trump est intéressant. C'est un pacifisme qui est d'autant plus affirmé que pour lui, rien ne saurait céder devant la puissance américaine. Et bien évidemment, les Chinois ne sont pas loin de penser la même chose. La menace de la guerre est faite pour ne pas faire la guerre. Parce que la puissance est telle qu'évidemment l'adversaire se couche devant la puissance. Le troisième élément caractéristique du monde d'aujourd'hui, c'est l'hybridité. Et ça, il faut bien comprendre à quel point ça change tout, y compris pour les militaires de notre pays. L'hybridité, c'est ce mélange qui existe et cette confusion qui existe dans à peu près tous les domaines. Politique intérieure et politique extérieure, aujourd'hui, c'est comme ça. Tout est lié. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est une révolution que la plupart des hommes politiques français n'ont pas encore fait. Ils continuent à ne s'exprimer que sur la politique intérieure, pensant que les Français ne s'intéressent pas à la politique étrangère. Le problème, c'est quand les Français sont mécontents, alors ils s'en prennent à l'Europe, ils s'en prennent à la mondialisation, ils s'en prennent à toute une série de choses, mais qui ne sont pas dans la main, strictement, des dirigeants français. Mais l'hybridité, c'est aussi le gommage des frontières entre la guerre et la paix. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui déjà dans une guerre hybride. Nous ne sommes pas encore dans une guerre hybride totale, mais si on prend les menaces cyber, si on prend la désinformation, cette guerre-là, elle a commencé et elle ne va pas cesser de se développer. Et puis, autre mélange, si je puis dire, le mélange entre le privé et le public. Quand Donald Trump exploite son talent pour les affaires en créant un bitcoin, quand il multiplie à côté des contrats de milliards de dollars avec les États du Golfe, les Trump Towers au Moyen-Orient et ailleurs, mélange entre le public et privé, extraordinairement difficile de savoir quelle est la poche de qui. Donc, hybridité. Quatrième caractéristique de l'ère moderne, dans laquelle nous entrons, c'est le fait que le monde entier est saisi par un démon qui est celui de l'identité. Très souvent, vous constaterez que la politique, en Europe, mais un peu partout, ne parle plus des vraies choses, ne parle plus, par exemple, des politiques publiques. Pourquoi parler des politiques publiques? Puisque c'est très très difficile de mettre en œuvre de bons services publics. C'est très difficile de réduire la dépense publique. C'est très difficile d'améliorer la protection sociale. C'est très très difficile de savoir ce qu'il faut faire en matière d'infrastructure, de transport. Par contre, c'est très très facile de pointer le doigt sur la poitrine du voisin en lui disant « Toi, tu viens d'où? Retourne chez toi ». Donc, logique de stigmatisation, logique identitaire, querelles identitaires qui enflamment la toile, les réseaux sociaux, et qui enflamment la politique. Il y a toujours un ennemi à dénoncer. Alors même que pendant des années, moi j'ai été formé dans le cadre du service de l'État à essayer de mettre les mains dans l'huile, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des mécanismes, bien ou mal, et parfois en se trompant. Mais enfin bon, on était dans la vraie matière des choses, on était dans ce que la politique représente de recherche quand même de l'intérêt général. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt général. Aujourd'hui, tant de communication, tant de spéculation et de réseaux sociaux, on est dans la passion, dans l'émotion. Cette dérive identitaire, elle modifie complètement la vie démocratique. Et vous l'avez compris, elle est une menace, et j'y reviendrai, pour notre démocratie, puisque le glissement, là encore, hybridité, le glissement peut être extraordinairement rapide entre la démocratie libérale, qui respecte l'état de droit, et la démocratie libérale qui combat l'état de droit. La première chose que fait une démocratie libérale, regardez du côté de la Hongrie, regardez du côté de la Pologne à l'époque du PiS, la première chose qu'elle fait, c'est mener le combat contre les médias et contre la justice, c'est-à-dire contre les contre-pouvoirs. Et que fait Donald Trump? Il se bat contre la justice, il se bat contre l'administration, il se bat contre l'éducation, il se bat contre la science. C'est ça, l'illibéralisme. Et c'est là où l'hybridité a une nouvelle dimension, c'est de gommer les frontières entre le vrai et le faux. Nous sommes dans un monde de réalité alternative. Et donc, tout est discutable. Et c'est évidemment celui qui crie le plus fort qui a raison. Dérive identitaire et je termine
sur le plan de cette nouvelle ère, dans la description de cette nouvelle ère, il y a un nouveau paradigme, un nouvel élément qui intervient et qui change tout, et que vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est le paramètre technologique. Parce que la technologie, à travers tous les éléments que nous avons mentionnés, nous permet de franchir une étape très supérieure qui a pour caractéristique de supprimer toute limite. Grâce à la technologie, vous avez un accès illimité au contrôle des esprits. Et il faut savoir que dans la grande bataille du monde, l'enjeu n'est plus comme au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la quantité d'or qu'on peut avoir. L'or d'aujourd'hui, c'est même plus le pétrole ou le gaz. L'or d'aujourd'hui, ce sont les données. D'où le concept de dataisation du monde. Comment on fait pour accéder à ces données de façon illimitée et à partir de ces données, d'être en situation de monopole sur le marché. D'où les Facebook, Amazon et autres qui veulent d'abord, et c'est une des leçons qu'il faut tirer de la bataille qui s'est engagée avec les États-Unis, d'abord avoir accès au numérique, aux services en Europe. Pourquoi? Parce que gagner la bataille des données vous permet de contrôler les esprits. Et ça, c'est un point très important, parce que quand vous contrôlez les esprits, vous contrôlez les régimes. C'est très facile de faire voter n'importe quoi à n'importe qui, dès lors que vous êtes en situation de monopole sur les réseaux sociaux et en situation de monopole sur l'information. Une rumeur, une fausse nouvelle, et vous décapitez un acteur politique, un courant politique. Et donc la démocratie, on l'a vu depuis la grande affaire de Cambridge Analytica, la démocratie est vulnérable et fragile. Et c'est en ça que nous avons besoin de redoubler de vigilance pour défendre cet héritage démocratique. Tout ça pour arriver à une conclusion qui, pour moi, est centrale. Nous ne sommes plus dans un monde où le jeu politique, le jeu géopolitique, le jeu économique se fait simplement à travers des critères quantitatifs. Nous sommes à un moment où le quantitatif et le quantitatif conduisent à changer de monde à travers le jeu de mécanismes et le jeu des seuils. C'est important parce que l'écologie a beaucoup renouvelé la politique des seuils. L'idée qu'il y avait un moment où on franchit un point de bascule et qu'au-delà de ce point de bascule, eh bien, c'est toute la sécurité du monde, la sécurité de l'humanité. Alors au-delà d'1,5 degré, eh bien, on rentre dans une aventure. Et puis à 2,5 degrés, une autre aventure. Jusqu'au moment où tout nous échappe et il n'y a pas de point retour. Cette idée des seuils, il faut l'avoir en tête parce qu'elle est profondément moderne et qu'elle vous aidera par rapport à beaucoup de situations à comprendre à quel point nous sommes dans un monde où il faut très tôt être vigilant. Alors, le concept de lanceur d'alerte a fait florès à une époque, mais au-delà de ça, la capacité qu'a une entreprise, la capacité qu'a un État, la capacité qu'a un citoyen à voir avant tout le monde ce qui va se passer, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or en termes de vie humaine, ça vaut de l'or en termes de défense stratégique, ça vaut de l'or en termes de capacité à agir de façon essentielle. Cette logique des seuils, aujourd'hui, elle s'applique en matière technologique. Il y a des passages de seuil en matière technologique qui peuvent nous conduire à des situations irréversibles. C'est tout le débat autour de l'intelligence artificielle. À partir de quel moment certains seuils deviennent d'une dangerosité extrême pour l'humanité, et c'est une question qui s'est posée récemment et qui a été posée par certains scientifiques. De la même façon, en matière morale, à partir de quand abandonne-t-on son humanité? C'est une question qui est posée dans à peu près toutes les guerres, mais qui se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité à Gaza. À partir de quel moment on est dans quelque chose qui est absolument inacceptable? Se servir de l'arme de la faim, déplacer des populations, déporter des populations. Et vous constaterez, parce que ça, je m'en voudrais de ne pas vous le dire, qu'il faut savoir. Et de ce point de vue-là, et Simone Weil, la philosophe, et Hannah Arendt nous ont instruits sur le plan philosophique. Le passage d'un seuil à l'autre,
dans l'inhumanité, dans l'horreur, dans le mal, dans l'irresponsabilité. Ça se fait tout en douceur, avec une banalité extraordinaire. Au départ, tout le monde s'en fout. Et c'est en général, quand c'est irréparable, que quelques-uns commencent à se réveiller. Et c'est pour cela que la démocratie, c'est fondamental. La démocratie, c'est plus aujourd'hui un privilège qui est acquis, qui est donné. C'est un privilège qu'il faut défendre. Et ça implique d'ouvrir les yeux en permanence. Ce qui implique que, comme citoyen, que comme scientifique, vous n'avez pas le droit de ne pas regarder les grands yeux ouverts ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et sur la planète. Le devoir d'engagement et le devoir de citoyenneté, c'est une responsabilité fondamentale. Et plus on est éduqué, plus la société vous a donné les moyens ou plus vous avez de talent. Vieille parabole des talents, une des plus belles. Eh bien, plus vous avez d'obligations et plus vous avez de devoirs. Un mot sur, face à ces paramètres et ces enclenchements de mécanismes, un mot sur le monde dans lequel nous vivons. Nous assistons au retour des nouveaux empires. On le voit avec la Chine, on le voit avec la Russie, on le voit avec les États-Unis et on pourrait développer sur d'autres États. Quelle est la caractéristique de ces nouveaux empires? En quoi c'est un changement fondamental? C'est que ces nouveaux empires sont aussi des États-civilisations, c'est-à-dire des États qui se fondent sur l'idée qu'ils détiennent une vision du monde, une idée d'eux-mêmes et une mission qui les conduit à un engagement extrêmement puissant dans l'ordre international. Et donc, ils sont particulièrement disruptifs. Ce ne sont pas de grands éléphants sages qui se contentent de parcourir la savane. Non, ils poursuivent une mission. Ils ont une ambition. Et ces États-civilisations, si on les prend pour les trois principaux aujourd'hui, ils ont chacun leurs caractéristiques. Les États-Unis, et Donald Trump venant après beaucoup d'autres, il n'est que la conséquence d'un certain nombre d'autres présidents. Beaucoup de choses avaient déjà commencé avant lui, et notamment sous Barack Obama. Donald Trump, lui, il a la caractéristique d'un empire qui est un empire illimité, fondé sur la puissance, et qui, d'ores et déjà, a écarté toute responsabilité vis-à-vis de la planète. Vous le voyez quand il parle de l'Ukraine, vous le voyez quand il parle de Gaza. Ah, s'ils ne veulent pas m'entendre en Ukraine, bah, tant pis, ils continuent leur guerre. Enfin, dans le fond, on n'en a pas grand-chose à cirer. À Gaza, bah, si Netanyahou ne veut pas m'entendre, bon, bah, voilà, il continue. Et puis, si cette planète, au terme du drill, drill, baby drill, et du taxer, 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 et du cliquer, 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 si cette planète finit par ne plus donner de satisfaction, bah, de toute façon, on s'en fout, on ira sur Mars. Donc, voilà. C'est un empire dont la responsabilité aujourd'hui est très loin des choses de notre pauvre monde. C'est dire que l'image des États-Unis, grand pays protecteur, défenseur de la démocratie, c'est une image du passé, et durablement du passé. Ce n'est pas une parenthèse, Donald Trump. Donald Trump n'est pas seulement Donald Trump, c'est une autre Amérique qui s'est métamorphosée au fil des décennies. Si vous regardez du côté de la Chine, c'est tout à fait autre chose. Et c'est intéressant. La Chine se réveille tous les matins, de ce point de vue-là, comme la Russie, avec une idée très simple. Les États démocratiques occidentaux sont au bord de l'effondrement. Ils voient le monde occidental comme nous voyons tout au long des années 80 le monde soviétique. Ils sont fragiles, totalement dingues. Un homme, une femme, tout ça se mélange. En gros, il y a quelque chose de profondément dégénéré dans cette démocratie occidentale qui s'est déréglée au point de donner quoi? Parce qu'ils voient à la télé, en boucle, les gilets jaunes. C'est vrai que regardez avec le regard d'un Chinois, d'un Africain, d'un Sud-Américain, le Paris des gilets jaunes ou la France des gilets jaunes, il n'y a pas ça chez eux. Et donc, la Chine parie sur deux choses. Le contrôle,
et avec bien sûr tous les excès que cela peut comporter, et avec tout ce que la technologie permet de contrôler davantage. Dans une population, on parle beaucoup du contrôle social, mais c'est très au-delà. C'est contrôle de toute l'évolution de la société. Et ce qui vous explique qu'en Chine, le principal dirigeant économique privé chinois, Jack Ma, puisse disparaître pendant un certain temps. Oui, en Chine, on casse la gueule à quelqu'un qui dépasse un peu trop et qui fait un peu concurrence aux hommes politiques. Imaginez tout à coup que Bernard Arnault disparaisse pendant plusieurs mois. On dirait, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais quel est le message que la Chine envoie à la Chine? Le message, c'est que personne n'est au-dessus du bien commun chinois tel que défini par le Parti communiste. On contrôle. Le bien commun, ça existe encore. L'intérêt général, nous, on n'en parle pas souvent. Mais il y a une deuxième dimension à l'idée de contrôle, c'est l'idée d'équilibre. On veut équilibrer le rapport de force entre les villes les plus développées du bord de mer et les villes de l'intérieur, les provinces les plus pauvres et les plus riches. On fait en permanence une péréquation. Ils sont encore, eux, dans un logiciel de planification, d'aménagement, de correction. Ils ont ça en tête. Côté russe, c'est l'empire du désordre. Ils ont compris qu'en semant un peu de désordre, on récoltait beaucoup. Beaucoup. Un peu de désordre dans un pays européen, un peu de désordre en Afrique, et hop, on prend le Sahel. Et nous, on n'est pas assez réactifs, pas assez malins, pas assez modernes pour comprendre que la politique qu'on fait depuis des décennies, eh bien, elle a vieilli, qu'elle n'est pas adaptée. Que dire que la France-Afrique a disparu alors même qu'on a multiplié les interventions militaires au cours des dernières années en Afrique et que le symbole de la France-Afrique, c'est l'intervention militaire, il y a quelque chose d'incohérent. Donc, cette idée de semer le désordre et de récolter, elle est puissante dans un monde fragile. Alors face à ça, et je vais terminer par ça, parce que sinon on ne passera jamais aux questions, c'est quand même l'essentiel de notre rendez-vous. Face à ça, et nous? Eh bien nous, on a un devoir fondamental et une chance, si je puis dire, c'est que ce jeu des puissances, ce jeu des empires, il nous laisse la responsabilité de l'ordre mondial, de l'ordre multilatéral, des principes auxquels nous croyons, des principes démocratiques, pour nous Français des principes républicains. Et nous devons donc plus que jamais être le défenseur de cet ordre multilatéral, et nous avons un partenaire quelque part évident, que nous ne regardons pas assez, c'est le Sud global. Aujourd'hui, en Europe, l'occidentalisme, qui est une des plus grosses bêtises, qui est une maladie dégénérative de l'Occident, c'est-à-dire l'idée que l'Occident frileux doit se replier sur lui-même et ses valeurs et s'isoler du reste du monde. Une absurdité totale, c'est le contraire de l'idée d'altérité, c'est le contraire de l'idée d'humanisme, c'est le contraire de l'idée d'universalisme, c'est la promesse de disparaître extraordinairement rapidement de l'histoire. Eh bien donc nous avons à faire vivre cette idée d'une Europe porteuse de ses valeurs, avec un Sud global qui, lui, aspire à trouver sa place et à être reconnu. Et c'est en ça qu'avec l'Afrique, c'est en ça qu'avec l'Amérique latine, c'est en ça qu'avec ce qui constitue aujourd'hui, en termes économiques, la grande promesse, l'Asie. La croissance mondiale, elle est là, elle est en Asie du Sud-Est, c'est là que se fait aujourd'hui l'histoire. Eh bien donc, nous avons le devoir, avec l'Europe, d'inventer quelque chose. Alors, on a tendance parfois, et trop souvent, à dénigrer l'ambition européenne. L'Europe, aujourd'hui, pour ce qu'elle est, c'est déjà une aventure inouïe. Avoir réussi à 27, au lendemain de la guerre, à construire cet objet non identifié qu'est l'Europe, c'est quelque chose de formidable. Mais encore faut-il que cette Europe tienne sur ses pieds. Et manifestement, cette Europe, nous ne l'avons pas portée au point où elle peut marcher tout seule. Pas d'union de l'épargne et de l'investissement, 300 milliards d'euros chaque année qui partent s'investir aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être à ce point incapable de développer nos propres affaires?
union européenne des capitaux. Les PME, les start-up, les entreprises ont besoin de pouvoir se financer. Et donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mario Draghi, Enrico Letta ont tracé une feuille de route. Et puis, au-delà de cette reconfiguration du monde que nous devons nous penser, sans accepter cette loi de la puissance, cet illimitisme imposé aujourd'hui par les empires, il y a un autre défi qui est celui de tout l'héritage qui est le nôtre, de l'héritage culturel, de l'héritage humaniste, citoyen qui est le nôtre. Et c'est en ça que nous devons refonder notre modèle démocratique. On le voit bien tous les jours en France, ce modèle démocratique, il est en voie d'épuisement. On ne peut pas se satisfaire d'un rendez-vous avec un bulletin de vote tous les 5 ans et donc d'un rendez-vous et d'une démocratie à éclipse. Il faut faire vivre cette démocratie tout au long des années, tout au long des mandats. Ça veut dire plus de conventions citoyennes, ça veut dire plus de parlements locaux, de parlements citoyens locaux qui font l'apprentissage de la loi. Ça veut dire plus de référendums et une capacité à faire respirer notre démocratie sur quelques grands projets et d'embarquer les citoyens. Donc on a en quelque sorte des outils pour le faire. Mais ça veut dire surtout de remettre notre pays en marche dans sa dimension publique, c'est-à-dire retrouver la capacité à fabriquer de l'unité. On a vu se dérégler la machine républicaine, nos grands principes, liberté, égalité, fraternité, devenir en quelque sorte des lettres mortes sur le fronton des palais de la République, mais peu vivants dans les politiques publiques. Et que dire aujourd'hui de la laïcité qui devient à nouveau un outil de combat? La laïcité, ce n'est pas une valeur, c'est un principe. Et elle n'est pas là pour stigmatiser tel et tel, elle est là pour faire en sorte qu'une règle soit fondée qui nous permette de vivre ensemble dans le respect les uns des autres, à chacun libre de croire ou de ne pas croire, et pour l'État, pour les institutions publiques, d'afficher leur neutralité dans le débat. Pareil pour le concept de durabilité qui fait aujourd'hui aussi partie de ces grands concepts, grands principes républicains. Nous ne sommes pas suffisamment capables de penser la durée parce que tout simplement, nous sommes tellement soumis aux règles de l'urgence, boucler un budget, essayer de faire les fins de mois, tout ça est difficile. Alors, évaluer les conséquences des politiques publiques pour les 3 ans, 5 ans, 10 ans à venir, c'est quelque chose qui échappe souvent à nos capacités. Donc vous le voyez bien, la politique est à repenser, nos institutions sont à repenser, non pas du tout que la Constitution de la 5e soit à jeter, mais qu'elle doit retrouver son équilibre initial. Je fais partie de ceux qui pensent que la question n'est pas un retour à la 4e République ou à un départ vers la 6e République, mais tout simplement revenir aux fondamentaux de la 5e République, c'est-à-dire d'une constitution équilibrée qui fait du président un arbitre, un garant, un inspirateur de la politique, et qui fait du Premier ministre celui qui met en œuvre la politique du pays. Voilà brièvement ce que je voulais vous dire. Quand je dis brièvement, j'ai été trop long, mais bien évidemment, l'essentiel pour moi, c'est de répondre à vos questions. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre intervention. Nous allons maintenant vous poser quelques questions, à l'issue de quoi il y aura un temps d'échange avec le public. Donc je vous invite à préparer vos questions, il y aura un micro qui circulera. Vous serez libre de... Moi, j'ai pas besoin de ça. Monsieur le Premier ministre, nous nous trouvons ici au cœur d'une institution académique plus que bicentenaire, où en tant que polytechnicien, nous recevons chaque jour des savoirs nouveaux. Tout au long de votre carrière, vous avez fait des rencontres, vous avez voyagé, occupé de nombreuses fonctions. Si vous deviez retenir un seul enseignement, quel serait-il?
Ce qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est l'héritage que nous portons tous, comme Français, comme citoyens du monde. C'est les leçons depuis que le monde est monde. Les leçons que Gilgamesh tire de son voyage, les leçons qu'Achille tire aux enfers ou tout proche, les leçons que Ulysse tire lui aussi de son voyage. Et tout ça m'a conduit à privilégier toujours une chose. C'est la capacité à penser contre moi-même, à ne jamais considérer que ça s'arrête avec une conviction, que ça s'arrête avec une intuition, que ça s'arrête avec un sentiment. L'idée que tout ça doit être passé au crible. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, on a ChatGPT, on peut engueuler la machine, on peut lui dire, mais enfin, donnez-moi quelques idées critiques, dites-moi à quel point ce que je viens de dire est bête. Elle a du mal, hein, elle a beaucoup de mal à contrarier la personne qui pose des questions. Mais je pense que, oui, c'est la première leçon que j'ai reçue de la vie. J'ai eu la chance de vivre dans une famille qui avait la passion du monde, qui avait la passion de la littérature, la passion des arts. Et donc, l'idée qu'on vient après beaucoup d'autres, que beaucoup d'autres ont tenté de faire des tas de choses bien, des choses moins bien. Mais que dans le fond, l'important, c'est de toujours réessayer. Et donc, avec humilité, de remettre sur la table le travail qui est à faire et avec la meilleure bonne volonté possible, essayer de faire un tout petit peu mieux ou en tout cas un peu moins mal. Merci, monsieur. Isabelle Dudirect. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous avez commencé votre carrière dans la diplomatie au ministère. Pour vous, au bout de 40 ans de carrière dans le milieu diplomatique, quelle est la définition que vous ressortez de la diplomatie? Alors, la diplomatie, c'est un art assez étonnant, parce que c'est un art qui est tout d'exécution. C'est dans le fond un peu comme le gaullisme. C'est une façon d'être devant le monde. C'est l'obligation d'être à l'écoute, l'obligation de parler à tout le monde, l'obligation de s'effacer dans un premier temps devant ses interlocuteurs, devant les problèmes auxquels on fait face, l'obligation de s'adapter à des situations et à des cultures très différentes. Quand j'ai débarqué en Inde dans une période de grande crise, puisque c'était le moment de l'assassinat de Rajiv Gandhi, un moment de déchaînement entre les communautés. On retrouve malheureusement certaines de ces situations aujourd'hui entre hindous et musulmans, à travers la question, l'éternelle question des castes. Donc, cette leçon que vous donne la diplomatie, c'est là encore une remise en cause permanente. Rien n'est jamais acquis. Par contre, ce que très vite on découvre, et c'est en ça que j'en veux beaucoup au président de la République d'avoir supprimé le corps diplomatique, comme il a supprimé le corps préfectoral, c'est que j'ai très vite compris qu'un bon diplomate, c'est quelqu'un qui avait été capable de regarder le monde à partir d'endroits différents. Si vous avez regardé le monde pendant 3 ans à partir du Kosovo, et puis si vous avez la chance pendant 3 ans de voir le monde à partir de l'Afrique du Sud, et puis à partir du fin fond de la Chine ou du fin fond du Chili, toutes ces images du monde, il faut les réconcilier. Et la diplomatie, c'est la capacité, un petit peu quand j'étais enfant, où la télévision avait régulièrement des ratés et l'image était floue, il faut constamment régler son regard. Et donc cet apprentissage du regard sur le monde, c'est finalement la richesse du diplomate. Le diplomate, en permanence, il a cette obligation de préciser, de focusser. Maintenant, avec les portables, c'est formidable. Parfois même, je me retrouve, moi, devant un livre à faire comme ça, pour agrandir. Mais c'est en gros avoir la chance de regarder le monde, non pas avec une caméra, c'est-à-dire une paire d'yeux, mais avec 10 caméras. Et vous vous dites, ce que je me suis dit quand j'ai vu tous les événements et que j'étais directeur de cabinet d'Alain Juppé, en 1995 par exemple, je me disais, tiens, n'oublie pas, quand tu étais en Chine, et ça a été une de mes grandes surprises quand j'étais là-bas, il y a eu la première guerre du Golfe.
Et évidemment, Paris considérait que cette guerre du Golfe, première guerre du Golfe de Bush père, était susceptible de faire l'unanimité de la planète. Eh bien, les Indiens, ils étaient radicalement contre. Pour eux, c'était une marque de colonialisme, ils ne comprenaient pas. Et je peux vous dire que ça m'a considérablement aidé pour savoir un peu avant les autres que l'intervention en Irak des Américains n'avait aucune chance d'être une intervention vertueuse. On ne peut pas vouloir le bien du monde contre le monde, et il vaut mieux le connaître avant de s'engager dans le monde. Et donc, cette capacité qu'on a à penser le monde à travers des regards différents, le regard du Chinois, le regard du Russe, le regard du Chilien, le regard du Ghanéen, c'est une capacité d'anticiper les évolutions du monde, de scénariser le monde. Merci pour cette définition. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le corps des grands administrateurs d'État, enfin la mise en extinction du corps des conseillers des affaires étrangères et des espions plénipotentiaires. Selon vous, cela va-t-il vraiment changer quelque chose dans l'administration française? Est-ce une réforme vertueuse? Ah, c'est une connerie, ça, alors là, pardonnez-moi, mais je crois qu'il faut appeler un chat, et la première chose que je demanderai au futur président de la République, c'est de revenir sur cette réforme. C'est une immense connerie. Enfin, imaginez, vous avez une marque, et ici certains s'intéressent, j'imagine, au monde du privé. Vous avez une marque, Perrier, Harvard, Coca-Cola, une marque formidable, parce que des ENA, il y en avait dans tout le monde francophone, dans toute l'Afrique. Et croyez-moi, les anciens élèves de l'ENA du Togo, ils sont fiers. Du Tchad, j'ai fait un cours aux énarques tchadiens, ils sont fiers d'être énarques. Et tout à coup, du jour au lendemain, vous dites non, poubelle. Enfin, absurde, c'est d'une absurdité totale. Ça, c'est vu du côté de la marque, de l'extérieur. Maintenant, voyons les choses de l'intérieur. Vous avez 20 ans, vous voulez servir l'État. Et puis, vous vous dites, tiens, le monde va mal, ça m'intéresse de servir la France dans le monde. Ben, vous faites l'Institut machin, je ne me rappelle plus son nom, qui a été créé. Vous allez faire l'Institut machin, consacrer 3 années de votre vie, 2 années d'études, 1 année de préparation, attendre après 4 ans avant, peut-être, de pouvoir aller au Quai d'Orsay. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Imaginez un médecin qui soit obligé de passer par un institut de plomberie pour arriver à faire des études médicales. Je veux bien, mais ce n'est pas la même chose. Donc vous voyez, vous tuez la vocation. C'est important, la vocation. Vous tuez l'expertise. Vous allez avoir des gens très bien, très proches du pouvoir, vraisemblablement, Conseil d'État, donc ça va politiser l'administration, ou dans d'autres administrations, ou même dans le privé, qui vont se dire, moi, ambassadeur en Turquie pendant 3 ans, ça me botte. Ou 3 ans à Lisbonne ou au Saint-Siège, ça me plaît. Et ces gens-là vont débarquer au Saint-Siège à Moscou. Imaginez un gars non diplomate débarquant à Moscou sans aucun élément de référence, sans aucune connaissance de la diplomatie des 30 dernières années, mais de la diplomatie vivante, c'est-à-dire de tout ce qui s'est passé, de comment les négociations se sont nouées première fois à Istanbul, deuxième fois, aucune connaissance de tout ça, qui débarque parachuté ambassadeur à Moscou. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ça, vous voyez, ça a un nom dans l'histoire de France. C'est le bon plaisir du roi. Et ça, c'est la grande tradition de l'esprit du bon plaisir et de la cour. Faites en sorte de la rejeter, quoi qu'il arrive, même si vous devez en profiter, et faites en sorte de la bannir autour de vous. Le drame de l'esprit de cour, quand vous êtes ministre, quand vous êtes Premier ministre, et que vous avez des collaborateurs qui sont tellement bien formés qu'ils vous disent à peu près systématiquement uniquement ce que vous avez envie d'entendre, c'est que quand vous êtes dans la colle, quand vous avez les centaines de milliers de gamins ou d'étudiants qui défilent contre le CPE, et vous vous tournez vers eux en leur disant « Bon, ben, donnez-moi une idée, qu'est-ce qu'on fait ?» et qui vous regardent, ou plutôt qui regardent leur pompe, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc vous voyez, moi, quand je servais Jacques Chirac, je me suis attaché à pouvoir toujours lui apporter l'idée qui manquait au moment décisif. Et je pense que c'est difficile.
Et évidemment, quand il s'agit de vous-même, c'est la position que j'ai eue comme ministre et Premier ministre, c'est très difficile de se conseiller soi-même. C'est pour ça que je souhaite que beaucoup d'entre vous fassent carrière, non pas sur la base d'un oui monsieur le Président, oui général, mais sur la base de je ne suis pas d'accord. Et je vais vous raconter une histoire, parce qu'après tout, on est entre nous. Pierre Messmer. Pierre Messmer, 1961. Lendemain du putsch d'Alger. Je ne sais pas si vous visualisez, même physiquement, Pierre Messmer. Une baraque. Les yeux bleus, il n'y a pas plus bleu. Et un ancien patron de la Légion. Général de Gaulle, furieux de l'attitude du premier rep à Alger et de la Légion étrangère, convoque Pierre Messmer. Pierre Messmer s'assoit devant le général, devant ce beau bureau avec un revêtement de cuir rouge, et le général lui dit « Monsieur le ministre, je vais vous demander de supprimer la Légion étrangère. » Messmer se met debout, se dresse, se met au garde à vous et dit « Mon général, alors, je ne pourrai pas contresigner votre décret. » Le général de Gaulle bondit de sa chaise, va vers la fenêtre qui regarde vers le parc et la fontaine. Quelques instants, il regarde l'eau couler, c'est très utile une fontaine. Et puis il revient s'asseoir et lui dit « Monsieur le ministre, on en est où des essais nucléaires ?» Rideau, réglé. Tenir son rang, tenir sur ses convictions, tenir sur l'état de droit, ça c'est fondamental. Tout n'est pas négociable. Combien de ministres auraient été prêts à brader leur honneur, brader leurs convictions, brader même l'intérêt de l'État pour une petite promotion? Et oui, Monsieur le Président, bien, Monsieur le Président, en permanence courant après la laine présidentielle, comme pour se fortifier et se vitaminer. Non, c'est pas ça l'État. C'est pas ça le service de l'État. Le service de l'État, c'est exigeant. Et c'est pour ça, comme militaire, vous devez bien évidemment toujours retenir la leçon. Mais croyez-moi, c'est le titre de mon prochain livre, il faut savoir dire non. Au moins, vous l'aurez entendu une fois. Allez-y, allez-y, je vous entends. Justement, vous avez dit notre âge et en particulier certaines problématiques qui nous touchent plus particulièrement. Vous êtes exprimé souvent ces derniers temps sur la nécessité ou l'urgence d'agir pour le changement climatique. Dans la pièce de doctrine que vous avez écrite depuis modernisme au continent, c'est aussi le pouvoir des dire non. Vous écrivez, si vous le permettez, Prométhée est épuisé, notre monde, ivre de puissance, vacille désormais au bord de ses limites. Le sol c'est l'Europe sous nos pas et l'horizon s'assombrit. Ce constat, dont de nombreux de nos contemporains doivent être inspirés, est affligeant dans le contexte géopolitique que vous avez décrit précédemment. Et pourtant, le dérèglement climatique n'a jamais été aussi absent de la scène internationale. Donc, pour vous, cette crise de l'anthropocène, ce dérèglement climatique, est-elle vraiment fondatrice de la géopolitique actuelle ou est-ce plus une des problématiques parmi les autres? Non, c'est une problématique fondamentale et c'est ce qui fait que l'échéance de la COP30 de Belém est fondamentale. On a une échéance où se joue non pas seulement une nouvelle fois de grands débats écologiques, mais se joue l'existence même, la pérennité même des COP successives. Parce qu'on le voit bien partout. L'écologie est en train de devenir la variable d'ajustement de notre monde. Et notre monde, de la rareté, de la croissance, de la puissance et de la prédation, eh bien, dans le fond, voit aujourd'hui l'écologie comme un embarras. Et c'est en ça, quand vous regardez vers la Chine, que vous constatez que la Chine a compris, parmi les premiers, que derrière l'écologie, il y avait toute une nouvelle technologie qui était susceptible de renouveler profondément nos économies et de changer le monde. Et ils ont investi comme des malades. Ce que Biden a essayé de faire avec
son propre plan qu'il a mis en œuvre et qui a été jeté aux orties par le président Trump. Donc oui, ce qui se joue est décisif, et je vois avec inquiétude les Européens, dans le fond, emprunter aussi le mauvais chemin et considérer que, bah, tiens, s'il faut couper quelque part, eh bien, il faut couper d'abord là. Alors je vois bien la difficulté. On le voit en France, sur le plan démocratique, à travers la question des ZFE. On le voit à travers la question des zones d'artificialisation des sols. Ce sont des débats très difficiles parce qu'effectivement, ce n'est pas aux classes populaires, ce n'est pas aux ceux qui sont les plus défavorisés de s'adapter. On doit leur donner les moyens de s'adapter. Comme il faut donner au Sud global les moyens de s'adapter à la transition verte. Mais si nous abandonnons la partie, alors nous nous engageons dans une voie, et c'est pour cela que j'insistais sur la politique des seuils, ou de seuil en seuil, il n'y a pas de ticket retour. Et cette conscience-là, évidemment, vous, du fait de votre jeunesse, vous êtes là pour la porter, mais il faut être capable, aujourd'hui, et c'est un défi gigantesque en France, sur le plan politique, de la porter au niveau des politiques publiques. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis à cette occasion, quand un homme politique ne sait plus comment gagner des parts de marché, parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est un marché de communication, c'est un marché de pub. On gagne des parts de marché, alors on joue à travers de grands instituts de sondage, un peu plus chez la ménagère de 25 ans et plus, un peu moins chez le senior X. Et donc, évidemment, là encore, l'écologie est une variable d'ajustement. Eh bien, tout le pari, c'est d'intégrer l'écologie à des politiques publiques et de faire en sorte que l'identité, la bataille, la querelle identitaire qui mange tout le spectre politique. C'est plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller aux 20h et de dire haro sur l'Algérie, haro sur l'immigré, que de dire comment vous allez lutter contre les grands trafics. Parce que ça, c'est le boulot du ministère de l'Intérieur. Donc, à chaque fois, la tentation, c'est de jouer la polémique, c'est de jouer le spectacle, c'est de jouer la sensation. C'est pas de jouer les politiques publiques. Et vous devez garder en tête que de la même façon que la guerre n'est pas la réponse aux crises, la réponse aux crises, c'est une stratégie politique qui peut conduire à la paix. Eh bien, la réponse aux difficultés du monde, c'est des politiques publiques qui peuvent enclencher un cercle vertueux et nous permettre d'entrer dans une nouvelle économie. C'est le chemin qu'emprunte aujourd'hui la Chine. Et c'est pour ça qu'on est tellement malheureux quand on voit les voitures électriques au quart du prix des nôtres, quand on voit les panneaux solaires, quand on voit... Ben oui, mais ils ont investi dans ces domaines. Et nous, on a fait n'importe quoi, on a bricolé. Et donc, il faut tirer les leçons et comprendre qu'il y a des grands choix politiques. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que jamais la classe politique n'a été aussi bavarde et jamais la classe politique a fait aussi peu de politique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la querelle. On fait de la querelle, on montre du doigt, on se dispute, mais ce n'est pas ça la politique. Bien, nous allons maintenant passer aux questions publiques. Un micro va circuler dans la salle. Merci beaucoup de votre question. Vous avez parlé des grandes puissances. Je dirais que les grandes puissances actuelles se retrouvent, au contraire, dans le piège du non-plaisir de l'ESIA. Vous avez parlé des grandes puissances et vous avez parlé du monde technologique. Aujourd'hui, en quelle mesure peut-on dire que la technologie sert le pouvoir politique et non pas que les acteurs technologiques deviennent des grandes puissances à part entière? Alors vous avez tout à fait raison. Le cas des techno-entrepreneurs américains est très intéressant. Et la façon dont le pouvoir politique les a remis au pas est aussi très illustrative. Elon Musk est très vite revenu dans le rang. Et quand il a dépassé un peu trop, une petite tape sur la joue et on revient dans la niche. Donc je ne fais pas partie de ceux qui croient que nous vivons encore dans le monde où l'économie dirigeait les choses. Vous vous rappelez la fameuse boutade à l'époque de la campagne présidentielle américaine de Clinton, où on posait la question à un de ses conseillers, qu'est-ce qui dirige le monde? Il disait « It's the economy, stupid ».
Eh bien, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est la politique. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que tous les responsables, publics, privés, culturels, intègrent la contrainte politique. Aujourd'hui, évidemment, quand vous allez en Chine, les hommes d'affaires vous disent « Ah, vous connaissez le président Xi, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à faire ceci, faire cela ?» Aujourd'hui, il y a une demande pour accéder au pouvoir. Mais c'est pareil partout. Le pouvoir politique aujourd'hui, à bien des égards, dans le nouveau monde, est en position de force. Alors évidemment, en Europe, ce n'est pas tout à fait cela, parce que le pouvoir économique a acquis une indépendance, une puissance, et il y a une sorte de respect aussi vis-à-vis de ceux qui ont réussi, vraiment réussi. C'est une chose que de gagner une élection, c'est autre chose que de constituer un empire économique. Donc, chez nous, on est encore dans une situation un peu singulière, parce que la politique n'assume pas le fait d'être responsable, en quelque sorte, de guider la nation. L'Europe, par ailleurs, atténue cette dimension stratégique, la multiplicité des acteurs, la Commission, tout ça a été mietté. Donc, nous ne sommes pas, il faut le constater, des néo-empires. Et nous avons quand même intérêt, sans briguer du tout ce statut impérial, nous avons intérêt à accroître notre capacité à mettre en forme stratégique nos intérêts. Regardez par exemple le schéma de la puissance, la façon dont s'exprime la puissance publique en matière financière et économique en France, la BPI, la Caisse des dépôts, tout ça est très complexe. Évidemment, quand vous êtes le fonds souverain norvégien, quand vous êtes le fonds souverain séoudien, tous les outils sont dans une même main. Et évidemment, la capacité stratégique de ces États en est accrue. Nous avons, nous, sans doute des leçons à tirer pour renforcer la cohérence stratégique, la capacité à mettre en forme de bien commun tout ce qui constitue les trésors de la nation. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un vrai examen à faire sur le chemin parcouru depuis 20-30 ans, nationalisation, échec, succès, revenir sur tout cela pour voir quelle est la meilleure façon aujourd'hui pour la puissance publique de s'organiser, de se structurer. Il y aura des choix à faire, par exemple sur les autoroutes 2031, 2036. Il va falloir repenser tout cela, ayant fait partie de ceux qui ont commis des erreurs, qui se sont trompés dans ces domaines. Il y a à remettre sur la table une réflexion globale pour savoir comment la France, comment l'Europe peuvent-elles être plus fortes dans ce nouveau monde où la capacité à activer des grands leviers est évidemment un domaine essentiel. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait l'œuvre des référendums, notamment pour redynamiser la démocratie européenne. Mais l'histoire a souvent montré que les référendums donnaient plutôt la parole aux extrêmes et aidaient la majorité silencieuse, comme en 2005, notamment pour le référendum pour la Constitution européenne. D'ailleurs, certains nous ont reproché d'avoir fait passer un traité assez similaire et donc d'avoir trahi ce référendum. Non, c'est pas moi. C'est vous qui avez été au pouvoir après le référendum. Oui, mais le traité, il est passé en 2008-2009, il s'appelait Nicolas Sarkozy, président de la République. Je veux bien qu'on nous confonde, mais c'est pas pareil. Alors, on n'est pas du tout revenu sur les décisions du référendum à mon époque. On a été respectueux du en début de cette expérience, du genre de notre politique, quand on croit tout d'un coup que les référendums vont quand même redynamiser nos démocraties, et ne vont pas encore une fois donner la parole aux extrêmes, mais pas à la majorité. Vous avez raison, le référendum aujourd'hui, et je pense que si le président pendant 3 heures a tellement choisi de se tortiller sur sa chaise pour éviter de s'engager dans une voie ou dans une autre, c'est bien parce qu'il a conscience que ce référendum, il est dual, il est à grand risque. Et effectivement, vous avez raison, tous les derniers référendums ont finalement été des référendums pour ou contre le président de la République. C'est-à-dire celui qui pose la question, finalement, est celui qui est mis en cause. Comment faire pour éviter que le référendum ne devienne cela?
partant de ce qui constitue dans la mémoire de la 5e le choix du président de Gaulle de partir au lendemain d'un référendum raté. Et c'est ce qui explique que dans cette logique plébiscitaire, pour les Français, effectivement, la dimension politique du référendum fait que celui qui pose la question est engagé par la réponse. Je pense qu'il faut faire du référendum une pratique plus régulière du questionnement démocratique. Et dans le fond, moins on s'en sert, plus il est sacralisé, parce qu'il acquiert une force symbolique absolument gigantesque. Imaginez que le président de la République sorte un référendum qui soit un vrai référendum, et on voit qu'il est tenté par un référendum à plusieurs questions, parce que quand il y a plusieurs questions, vous pouvez espérer qu'il y en a au moins une qui ne vous sera pas totalement défavorable, et en quelque sorte, vous noyez le poisson de la réponse. Mais comment faire en sorte que le référendum n'ait pas cette dimension de bâton de dynamite? Je pense qu'il faut choisir des sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui mettent en cause la légitimité présidentielle, donc ils peuvent toucher des choix fondamentaux des Français dans leur vie commune, et le faire à un intervalle suffisamment régulier pour que la démocratie puisse respirer. La démocratie, elle a besoin d'être ressourcée. Et dans la façon d'organiser le référendum, faire en sorte que les partis politiques puissent se retrouver au centre, beaucoup plus que le président de la République, qui, lui, n'a pas forcément, sur tous les sujets, à être sur la sellette. Donc, quand vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose, puisque, effectivement, il faut trouver la bonne question. Et on voit bien aujourd'hui à quel point trouver une bonne question, c'est quelque chose de difficile. Poser la question de la fin de vie, par exemple, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut répondre oui ou non sur le fait que telle catégorie de population ou tel et tel d'encadrement est acceptable, tel autre ne le serait pas? Sur toutes ces questions qui sont des questions à seuil, notamment à seuil éthique. Poser la question du oui-non est absurde. On ne peut pas régler des questions éthiques à travers un quiz. Et il en va de même pour beaucoup de sujets. Donc, je pense que ça implique de revoir en profondeur la nature de la question démocratique. Et effectivement, le prochain référendum fera école. Il fera que soit ce type de réflexe prospérera, ou au contraire, qu'il sera remisé, les présidents de la République successifs craignant trop d'être mis en cause par le risque référendaire. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas rester 5 ans sans consulter les Français, on ne peut pas rester 5 ans sans faire relâcher la pression, qu'on a besoin, et que les Français aspirent, moi ça me frappe beaucoup dans tous mes déplacements, les Français aujourd'hui aspirent à prendre la parole, ils aspirent à débattre, ils aspirent à avoir un avis. On a tous été surpris par le succès des conventions citoyennes. Tous ceux qui ont participé aux conventions citoyennes en sont sortis grandis comme citoyens, avec ce sentiment tout à coup d'être mieux éclairés sur la chose publique. Pareil pour les parlements qui se constituent dans les circonscriptions sous l'égide de parlementaires pour, en quelque sorte, refaire la loi. Et ce qui peut être très utile pour certains parlementaires, je l'ai vu à Mulhouse notamment récemment, pour préparer des projets de loi, préparer des amendements. Les citoyens se passionnent et rentrent véritablement dans ce jeu de la responsabilité. C'est un apprentissage démocratique formidable. Monsieur le ministre, avant tout, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes l'une des seules personnalités politiques qui prend la parole et qui n'est plus pas de 4 ans pour parler d'elle. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est une question que je pose souvent depuis des mois. C'est est-ce que, c'est seulement hier qu'on a entendu parler, on a entendu Jean Le Barreau, on a entendu que ça prêtait à couper les liaisons mexicaines. Est-ce que la presse immersion à Gaza est une des conséquences et le prix à payer dans un multipolaire? Alors Gaza, c'est malheureusement le résultat de beaucoup de choses et il faudrait refaire plus d'une conférence pour pouvoir retrouver et retracer tous les fils de comment on en est arrivé là. Mais enfin, quand on regarde les choses, il est certain que le 7 octobre marque un tournant tragique dans cette région, un point d'inflexion que l'on ne peut ignorer. La blessure qu'a connue Israël ce jour-là s'est traduite par
une remise en cause extrêmement profonde pour les Israéliens et pour les communautés juives, les diasporas du monde, de ce que c'est qu'être juif, comme d'autres circonstances tragiques historiques avaient pu conduire à une telle remise en cause. Et c'est pour ça que ce moment essentiel, il faut toujours y revenir et toujours le comprendre. Et bien mesurer, effectivement, la dimension terroriste des actes qui ont été commis à ce moment-là, et le choix très complexe qui était celui des dirigeants d'Israël à partir de ce moment-là. Israël a choisi, et on ne peut pas leur reprocher, Israël a choisi, au nom des Israéliens, de rétablir rapidement une dissuasion vis-à-vis du Hamas, puis d'élargir cette dissuasion au Hezbollah, aux organisations proches de l'Iran, de Syrie et d'Irak, et vis-à-vis de l'Iran. Ils ont rétabli cette dissuasion. Mais ce que je me suis permis de dire très tôt après le 7 octobre, dès les jours qui ont suivi, c'est que rentrer dans un cycle de vengeance nous faisait rentrer dans quelque chose qui allait devenir très vite inarrêtable. Et c'est ce qui s'est produit. L'escalade de la violence a conduit, en l'absence d'un véritable projet politique au départ, a conduit à une réponse très disproportionnée de la part d'Israël sur Gaza, définissant un certain nombre de cibles. Vous connaissez le fonctionnement aujourd'hui et le recours aux algorithmes pour choisir ses cibles. On a le quart de la moitié d'un terroriste qui est quelque part dans un immeuble, et à partir de là, on sait qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes qui n'ont rien à voir avec cette personne, mais qui sont dans l'environnement immédiat. Est-ce qu'on appuie sur le bouton? Et on a vu la disproportion qu'il y a pu avoir et se développer entre la réalité de la menace visée et le nombre de populations civiles qui étaient touchées. Ce qui a pu être, entre guillemets, considéré comme acceptable, moi j'ai considéré comme disproportionné tout de suite, parce que j'ai tout de suite compris que la logique qui prévalait au choix fait par l'autorité militaire israélienne et par le gouvernement de Benjamin Netanyahou répondait à une doctrine, qui est celle qu'ils avaient mise en place en 2006, qui est la doctrine de la Dahiya, qui est volontairement de choisir une stratégie disproportionnée pour rétablir une dissuasion et très au-delà, marquer très clairement le pouvoir militaire israélien et avec l'espoir d'anéantir toute capacité de résistance. Moi, ma conviction depuis toujours, et pas uniquement sur la question palestinienne, a toujours été de penser que c'était une illusion. Et dès 2001, j'ai plaidé pour que l'on comprenne qu'il n'y avait pas de réponse utile à la guerre contre le terrorisme ou au terrorisme, qu'il n'y avait pas de réponse utile dans la guerre contre le terrorisme, et que c'était une totale illusion dès lors qu'il n'y avait pas d'objectif politique. Donc j'ai rappelé, dès ce moment-là, aux autorités israéliennes, quel est l'objectif politique. Et vous avez vu qu'il y a eu toute une phase où on a pu penser qu'Israël allait, au bout du chemin, à un moment donné, donner le pouvoir d'administration de Gaza à nouveau aux Palestiniens, en évitant ce qu'on pouvait comprendre, que ce soit le Hamas, compte tenu du discrédit absolu qui pesait sur eux du fait du choix terroriste qui avait été le leur. On pourrait revenir sur comment, en quelque sorte, le Hamas a été, à l'image du choix américain des talibans, le choix des Israéliens et de Benjamin Netanyahou dans une stratégie visant à discréditer l'autorité palestinienne. Donc ils ont joué, en quelque sorte, la carte du Hamas en pensant que c'était la meilleure façon d'écarter la question palestinienne. Et ruse de l'histoire tragique qui a conduit donc le Hamas à cette journée du 7 octobre. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un plan israélien. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans une étape nouvelle. Les spécialistes, ceux qui savent,
ont bien vu se dessiner ce plan depuis des mois et des mois. Mais là, maintenant, tout le monde le sait, et Benjamin Netanyahou ne le cache pas. Le plan, c'est quoi? On occupe Gaza. On met sur une toute petite portion de territoire toute la population palestinienne, sur des portions très exiguës. On vide le reste. On réoccupe militairement. On s'acoquine avec une organisation dite humanitaire, qui est la fameuse Fondation humanitaire de Gaza, qui a été dans les limbes à la fin de 2024, donc avant que Trump n'arrive, et qui est une organisation dans la main des services ou des autorités américaines et israéliennes, qui a une vocation, c'est à faire en sorte que toute l'aide qui sera distribuée à tous les Gazaouis soit une aide nominative individuelle, personnalisée donc, qui permettra d'identifier chaque Palestinien. Alors évidemment, il y a derrière l'idée qu'à aucun moment le Hamas ne pourrait être nourri par ces paquets individuels de nourriture, mais il y a surtout l'idée de préparer le grand départ. C'est-à-dire de préparer à travers le screening de chaque Palestinien le départ en masse des 2 200 000 Palestiniens. Et donc, depuis plusieurs mois, nous sommes avertis qu'il y a des contacts avec certains États pour trouver des points de chute à ces Palestiniens. Contacts pris avec des États du Caucase, contacts pris avec des États africains, dernier en date la Libye. Je ne sais pas très bien si vous avez suivi l'actualité libyenne récemment, mais je peux vous dire que la ville de Tripoli est en véritable effervescence de guerre civile. Ce n'est pas ce qu'on appelle un pays sûr. Aller mettre 1 million de Palestiniens dans un pays en guerre civile, évidemment, s'il y a quelques milliards à la clé, c'est sympathique. Mais enfin bon, c'est sur le plan de la morale politique totalement inacceptable. Sans compter que nous sommes dans un scénario où vous êtes à la fois confronté à un nettoyage ethnique et vous vous avancez très près du risque génocidaire. Et c'est ce qu'a dénoncé la Cour internationale de justice. Donc on ne peut pas fermer les yeux devant ce qui se passe. Et moi je le dis, comme je l'ai dit en 2003, en tant qu'ami des Américains en 2003, j'ai grandi en partie aux États-Unis, mais je l'ai dit aussi en ami des Israéliens. Et il y a une chose que je refuse, c'est qu'on fasse l'amalgame entre les Israéliens et ce gouvernement, même s'il a un soutien relativement important. De la même façon que je refuse qu'on fasse l'amalgame entre les communautés juives du monde entier et la politique qui est menée. Tout ça ne doit pas être l'objet d'amalgame et il ne faut pas essentialiser, de la même façon que je refuse toute essentialisation entre le Palestinien qui serait l'équivalent du Hamas et donc bien évidemment un terroriste. Le monde crève de cette logique d'essentialisation. Vous vous êtes vu à travers votre origine, à travers la couleur de votre peau, et il faut savoir que ce thème identitaire dont j'ai beaucoup parlé, mais ayez-le en tête, parce que si l'Amérique de Trump est devenue l'Amérique de Trump, c'est parce que l'Amérique elle est confrontée à une double échéance et qui a quelque chose à voir avec l'identité. Cette double échéance, c'est dans les années 2040, une Amérique qui, de majorité blanche, va devenir une majorité de couleur. Et ça vous explique pourquoi, petit blanc américain, vous êtes très inquiet de ce qui se passe. Et donc Donald Trump, il a eu un soutien dans le pays formidable, sans compter que sur le plan culturel, et j'en reviens à l'idée que ces nouveaux néo-empires sont des États civilisationnels, il a eu le soutien d'une partie de la communauté noire et d'une partie des latinos. Pourquoi? Parce que le corpus culturel défendu par Donald Trump fait écho dans la culture de certaines de ces populations, et en particulier le virilisme, le masculinisme, qui fait écho à des cultures qui considèrent que la place de la femme est à la maison et la place de l'homme, c'est de retrouver sa juste place. Et on sait que dans une Amérique meurtrie, où les hommes ont souvent ce sentiment d'impuissance et souvent le sentiment d'humiliation, eh bien c'est un enjeu de la politique. Donc, premier élément identitaire dans la vie politique américaine, ce basculement identitaire. Mais il y a un deuxième basculement qui inquiète l'Amérique dans son plus profond. C'est que dans les années 2040 également,
vous avez une deuxième échéance que craignent les Américains. C'est le moment où un État non caucasien, et vous savez que sur les passeports américains, on marque l'origine ethnique, caucasien, non caucasien. Eh bien, un État non caucasien pourrait devenir le premier État du monde, c'est-à-dire la Chine. Et vous voyez revenir ces fantasmes ethniques, ces fantasmes identitaires à la surface. Et c'est pour cela que nous devons être d'une extrême vigilance en Europe et en France, devant la montée de ce qui, souvent encore, fait partie des non-dits, mais de moins en moins, et qui est de plus en plus au cœur de la vie politique nationale et européenne, et qui est le carburant des extrêmes droites. Et je vais jusqu'au bout de mon idée, vous me le pardonnerez, sachant que les populismes européens ne sont bien souvent que les vassaux d'autres beaucoup plus grands empires. Quel intérêt d'avoir un pays dirigé par une extrême droite en Europe qui ira répondre à Moscou ou à Washington? Et c'est là où, vraiment, tous les jours, je me sens un peu plus gaulliste, tous les jours un peu plus soucieux de la défense de l'indépendance de la France et toujours un peu plus soucieux de l'héritage culturel européen, c'est-à-dire de la défense de notre souveraineté. Et de ce point de vue-là, il faut rendre hommage au président de la République, qui, lui, s'est situé dans cette grande tradition française et a réclamé, depuis le départ en 2017, la défense de l'autonomie stratégique européenne et de la souveraineté européenne. Ça, c'est un combat que nous devons défendre. Vous pouvez applaudir le président de la République. L'heure tourne, nous allons poser une dernière question. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour votre venue. Vous avez souligné récemment dans le grand continent l'importance du pouvoir de dire non, notamment non à la nostalgie impériale qui semble guetter les hommes forts de ce monde. Comment donc la diplomatie française, par quel levier, doit-elle porter ce non, notamment dans ce discours de l'idée du vice-président américain? Quelle voix la France doit-elle opposer à ces nouveaux Césars qui font Florès? Alors vous avez raison, la diplomatie ne peut pas vivre sur ses acquis. Et donc dire non, ça implique à chaque fois de retrouver un chemin, d'imaginer une façon nouvelle d'arriver à exprimer son refus. Quand vous reprenez l'histoire gaulliste, et je ne saurais trop vous conseiller d'aller lire, encore plus ici, les mémoires du général de Gaulle, mais quand vous vous remettez dans la tête du président de la République à l'époque, en 1965, quand il dit non au dollar, et quand vous pensez aujourd'hui que les outils de la puissance américaine, c'est d'abord le dollar, et c'est l'extraterritorialité du droit, quand donc déjà à cette époque, il critique ce privilège exorbitant du dollar, cette capacité à refuser un ordre qui nous humilie, qui nous asservit et qui nous empêche d'avancer collectivement. Le même général de Gaulle qui, un an plus tard, à Phnom Penh, fait la leçon aux Américains à partir de ce que nous avons nous-mêmes connu au Vietnam, dont vous vous rappelez, nous sommes partis dans des conditions tellement douloureuses en 1954, après la chute de Dien Bien Phu. Dans mon histoire familiale, ce sont des événements qui occupent une place considérable, et c'est des choses qui ont marqué notre pays au fer rouge, même s'il ne se souvient pas toujours de ces épisodes. On pourrait parler de Suez 2 ans plus tard, on pourrait parler quelques années plus tard de 62 et du départ d'Algérie. Eh bien donc la capacité à dire non, c'est tout simplement la capacité à rester soi-même. Ça n'implique pas forcément des déclarations tonitruantes. Ça n'implique pas forcément des coups de menton, mais ça implique de l'imagination. Car dire non aujourd'hui, c'est d'être capable de penser le monde avec d'autres, et donc de s'appuyer sur d'autres États. Et c'est pour ça que je parlais du Sud global, je parlais des alliances nouvelles que nous pouvons faire pour la diplomatie française ou la diplomatie européenne, des pays comme l'Inde, des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Brésil, des pays comme l'Arabie saoudite. Nous allons avoir au mois de juin
et je croise les doigts sur le fait que ça pourrait être une date importante pour la reconnaissance d'un État palestinien, une conférence à New York, coprésidée par la France, avec l'Arabie saoudite. Donc aujourd'hui, on ne peut rien faire seul. Une voix seule serait qu'une voix dans le désert. Et donc c'est la capacité à entraîner, la capacité à, non pas faire meute, mais faire groupe, à rassembler autour de solutions alternatives qui doivent être innovantes. Aujourd'hui, repenser le modèle multilatéral du Conseil de sécurité avec un droit de veto qui bloque tout, repenser l'OMC qui, à travers son comité d'arbitrage, est complètement bloqué par la voie américaine, ça demande de l'imagination. Et vous savez, c'est malheureusement pas une qualité que développent suffisamment nos écoles, nos universités et je dirais même nos grandes écoles. L'imagination, c'est vraiment la liberté de penser tous azimuts. Et ça, c'est quelque chose, c'est un muscle qu'il faut développer. Et c'est un muscle que jamais aucune machine ne sera capable de développer. Elle pourra scénariser, la machine, mais l'imagination par-delà toutes les hypothèses possibles, pour penser un chemin qui pourra raccorder des voies et rassembler la multitude, ça c'est quelque chose qui fait partie du logiciel français, du génie français, et donc je vous invite à incarner tout au long de votre carrière, et c'est pour cela, je vous en supplie, sachez relire Rabelais, sachez vous enivrer avec la dive bouteille, vous retirer dans l'abbaye de Thélème, rire à gorge déployée avec Gargantua, Pantagruel, et nourrir un rire, y compris vis-à-vis de vous-même. Merci.